Bonjour à tous et à toutes. Nous allons démarrer notre webinaire. Je pense que des gens vont nous rejoindre en cours de route. Je vous remercie, nous vous remercions d'être des nôtres pour ce webinaire qui fait partie d'une série de webinaires que nous organisons conjointement par les associations francophones des Amis de l'Université de BGU à travers le monde. J'ai le plaisir de vous présenter les deux intervenants que nous accueillons aujourd'hui. Premièrement, Monsieur Elias Lévy, natif de Tanger, était pendant plus de 20 ans journaliste pour le Canadian Jewish News, c'est le journal de la communauté juive au Canada. Il est également l'auteur du livre Comprendre Israël, paru aux éditions Ulysse. D'autre part, nous avons Monsieur André Lévy, né à Casablanca, qui a émigré à l'âge de 5 ans avec sa famille, qui s'est installé à Ashdod. Il est titulaire d'un postdoctorat de Harvard et il est professeur actuellement au sein du département de sociologie et d'anthropologie à l'université Ben Gurion du Negev. Il concentre ses recherches sur la perspective anthropologique des concepts de la diaspora et de l'ethnicité. Son champ de recherche principal sont les Juifs marocains. Il se penche sur des sujets tels que les aspects sociaux de la Mimouna, ou le tourisme et le pèlerinage des Juifs au Maroc, et les jeux de cartes ou football disputés entre Juifs et musulmans au Maroc. Je vous demanderai seulement une petite demande technique de poser vos questions tout au long de la discussion dans la partie questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Nous consacrerons 10 minutes de notre webinaire pour répondre à vos questions. Voilà, je laisse la parole à Elias et à André. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Très honoré d'être aujourd'hui avec vous. Merci pour l'invitation aux amis francophones de l'Université Ben Gurion et très heureux de vous rencontrer de manière virtuelle, Monsieur André Lévy, car nous allons parler de ce livre, Return to Casablanca, Jews, Muslims and Israeli Anthropologists, que vous avez publié il y a quelques années. Et c'est un ouvrage, à mon avis, majeur, extrêmement intéressant, qui aborde un sujet qui est toujours d'une brûlante actualité, qui est celui du rapport que les Juifs du Maroc entretiennent avec la mémoire, à travers les relations qu'ils ont tissées avec leurs concitoyens marocains au fil des siècles. Et aussi, ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est aussi le regard d'un Israélien de souche marocaine sur cette réalité. Alors, on va souhaiter à ce livre qu'il soit traduit prochainement en français parce qu'il pourrait, à mon avis, intéresser un large public francophone. Et on va démarrer cette conversation à bâton rompu avec une question. Tout d'abord, comment allez-vous, André Lévy? Comment avez-vous vécu les événements malheureusement tragiques qui se sont produits ces dernières semaines en Israël? Surtout, vous habitez, je crois, dans une ville qui a été durement touchée par les attaques des missiles. Oui, d'abord, bonsoir à tous. Je vous remercie de m'inviter. Je vous remercie, Elias, pour votre mot très, très gentil. C'était une période très difficile. Ils ont tiré à peu près 300 missiles et roquettes sur Ashdod. C'est un précédent. Et on a souffert des nuits avec des roquettes sans arrêt. Et c'était émotionnellement, c'était très très difficile. Mais c'est passé et j'espère que pour une période longue, on va avoir un peu de paix. Très bien. On va vous souhaiter le retour à la normalité et cette paix que le peuple d'Israël mérite tant. On va démarrer peut-être avec ce livre, cette enquête anthropologique qui est aussi... c'est anthropologique, c'est avec des outils universitaires, mais aussi c'est très autobiographique, puisqu'il y a beaucoup, vous racontez l'histoire de votre famille, leur itinéraire, leur relation sociale avec l'environnement dans lequel ils vivaient, avec les Marocains musulmans. Au début des années 90, vous l'avez démarré, vous êtes arrivé en Israël, je crois, à l'âge de 5 ans, en 1962.
Quelle a été votre première impression lorsque vous êtes retourné au début des années 90 en Israël? Je précise que vous n'aviez pas encore idée d'écrire cet ouvrage, mais quelles ont été vos premières impressions? Ah, pour donner un peu de contexte et pour répondre, d'abord, je veux dire, comme dit déjà, je suis né au Maroc où je ne parlais que français. Et je suis arrivé en Israël avec mes parents à l'âge de 5 ans, comme vous avez dit, et je suis très vite passé à l'hébreu. Alors, et pour maintenant, je voudrais même, c'est la bonne occasion de m'excuser pour mon pauvre français. Alors, j'ai grandi à Ashdod, dans un quartier où il y avait une grande majorité des Marocains. C'est donc précisément en Israël que j'ai étudié la Darija et l'hébreu en même temps. Parce que tous les voisins parlaient Darija, et moi qui ne savais pas Darija, c'est-à-dire en français, j'ai appris Darija en même temps que j'ai appris hébreu. Excusez-moi, oui. Professeur Lévy, précisons qu'est-ce que c'est Darija. Je crois que c'est le parler populaire au Maroc. Voilà, simplement dire, Darija, c'est l'arabe marocain. C'est l'arabe qui est mélangé avec amazigh ou berbère, et des mots berbères et des mots même araméiques, des mots français, espagnol. C'est un mélange comme le yiddish, si vous voulez. Alors, j'ai appris l'arabe des Marocains et je vivais entre deux mondes qui étaient complètement séparés, comme enfant à Ashdod. Il y avait la maison, il y avait l'école. Et la déconnexion entre les deux mondes n'était pas statique, si vous voulez. Parce qu'au fil du temps, l'hébreu a pris le pas sur le français. Et le Maroc est devenu, pour moi, comme un mémoire lointain et peut-être vague. Mais c'est un processus évidemment normal pour chaque émigration. Mais dans le cas des Marocains en Israël, la victoire de l'israélité a été obtenue par l'humiliation des Marocains. Et ça, c'est très important de comprendre. Mais moi, même comme enfant et plus tard comme garçon, je ne voulais pas perdre mon passé et celui de mes parents et mes sœurs. Alors, c'est que je n'ai pas reçu dans le système éducatif israélien, qui était complètement ashkénaze. Je l'ai complété à partir des histoires que j'ai entendues de mes parents, des voisins, et même la famille qui a quitté le Maroc après nous. Et quand je suis arrivé à l'université, je suis tombé sur 2 cours qui traitaient les Juifs du Maroc. Et pour moi, cela a été une grande surprise, car comme je dis, en tant qu'enfant, je n'ai pas rencontré des études sur les Juifs du Maroc. Grâce à ces cours-là, j'ai commencé à apprendre systématiquement les Juifs du Maroc. Et la première opportunité était, comme je faisais ma maîtrise, et j'ai étudié les premières visites des Juifs marocains d'Israël, d'origine marocaine, qui ont fait le tourisme à Maroc. C'était les années, disons, le milieu des années 80. Et après l'invitation de roi Hassan el-Thani, qui a invité ses fils et ses filles d'origine
d'origine marocaine de retourner. Et à ce moment-là, ils ont commencé des tours au Maroc. Et pour ma maîtrise, j'ai accompagné quelques tourismes au Maroc. Et j'ai essayé de comprendre les motivations des Israéliens à retourner au Maroc. C'est quelque chose que vous expliquez très bien dans ce livre. Et le rapport que ces Israéliens d'origine marocaine vont développer avec le Maroc, qui est un rapport très, très singulier. Si l'on compare aux Israéliens d'origine irakienne, ou d'origine libyenne, ou d'origine syrienne, qui eux ont un rapport beaucoup plus acrimonieux avec leur pays d'origine. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que vous soulignez dans ce livre, c'est que les Marocains, ils ont entretenu et ils entretiennent encore une sorte de rapport passionnel avec le Maroc et qui est basé parfois sur des choses qui relèvent plus du mythe que de la réalité. Peut-être j'aimerais bien vous écouter là-dessus. Oui, alors pour moi, le rencontre des Israéliens d'origine marocaine avec le Maroc était passionnant parce qu'il y avait comme un conflit très sévère entre l'imagination et la réalité qu'ils ont trouvée au Maroc. Je me souviens, il y avait un gars qui était très formidable. Il avait grande taille, il était très très fort, il était macho. Et en descendant du car pour la première fois, il regarde tout autour, il dit « Mais combien des Arabes il y en a ici ?» Il n'a pas imaginé que le Maroc est composé de populations arabes. Et après un moment, il a frappé sa tête et il a dit « Mais qu'est-ce que je voulais trouver ici des Chinois ?» Il a compris, mais ça c'est rien qu'un très très petit exemple de l'expérience gap, comment on dit, la différence entre l'imagination et la réalité marocaine. Et ça a créé des tensions entre les Marocains et des efforts d'expliquer pour eux-mêmes cette différence. La différence entre une Maroc qui était des fois très pauvre, des fois fantastique, et toujours plein des Arabes. Donc ça a été, c'est une question de perception. Parlons un petit peu lors de vos rencontres avec la population locale, les Marocains musulmans. Quel type de relation vous vous attendiez ou vous aviez avec ces Marocains musulmans? Puisque le Maroc a toujours cette tradition d'être un pays très hospitalier, mais parfois il y a des différends en ce qui concerne certaines questions. Par exemple, la question du Moyen-Orient ou le conflit israélo-palestinien. Quel type de relation avez-vous développé, tissé avec vos interlocuteurs marocains que vous avez rencontrés au cours de vos séjours au Maroc? Alors ici, c'est une question très intéressante parce qu'il y a le facteur du temps. Ça veut dire, à les années 80, le milieu de 80, quand la première fois j'ai retourné au Maroc, les relations étaient un peu réservées, un peu méfiantes. Il y avait beaucoup de doutes et des questions de motivation d'Israéliens de retourner au Maroc. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, il y a comme un enthousiasme de rencontrer des Marocains qui habitent en Israël. Je pouvais dire que même mon Facebook, par exemple, chaque jour, je reçois des dizaines de demandes de Facebook Friendship. Les amis Facebook. Les amis Facebook. C'est remarquable. Et ça, ça arrive du peuple, mais ça arrive d'en haut. Ça veut dire le roi courant, Mohamed VI. Mohamed VI fait des efforts de rétablir le passé judéo-marocain.
Et il investe beaucoup d'argent pour restaurer des sites juifs, des ruelles qu'il reprend leur nom d'origine. Il y a des restaurations des synagogues, plusieurs synagogues, plusieurs musées du héritage et du culture judéo-marocain, et on doit savoir qu'il n'y a presque pas de musées au Maroc. Alors c'est encore plus étonnant que il y a tellement de passion de rétablir, de retourner le juif dans la sphère marocaine. La marocanité en Israël et ses rapports avec le Maroc. Vous avez tantôt, lorsque vous avez fait votre présentation, vous avez prononcé un nom qui est difficile à entendre, qui est celui d'humiliation. Effectivement, ces communautés marocaines qui se sont surtout établies dans ce qu'on appelle les villes de développement du sud d'Israël, elles ont gardé une relation très particulière avec le Maroc et avec leur marocanité. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce phénomène? Est-ce que vous diriez que ces Marocains, la nouvelle génération, est devenue complètement israélienne, ou il y a un retour aux sources, un intérêt des jeunes Israéliens d'origine marocaine, marocains par leurs parents et grands-parents? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce rapport avec le Maroc et leur marocanité? Si vous permettez, alors d'abord je veux dire quelque chose sur l'humiliation, parce que j'ai rien que jeté ce terme-là. Et je voudrais dire que l'oppression de la culture marocaine était le résultat de deux facteurs principaux. D'abord, l'idéologie d'un melting pot. Il y avait une demande de l'État à renoncer l'identité culturelle de la diaspora, et c'était une demande qui était faite pour tous. Mais il y avait même le mépris de la culture arabe. Et cette approche culturelle s'accompagnait d'une politique, l'exclusion des juifs marocains dans des nombreux domaines. Par exemple, envoyer les immigrants, comme vous avez dit, à la périphérie géographique d'Israël, où il n'y avait aucune opportunité économique valable. Et la culture marocaine devait se cacher jusqu'à le milieu des années 80. Les expressions de la culture marocaine n'existaient qu'à la périphérie ou à l'intérieur des maisons. Par exemple, les iloulotes, oui, les pèlerinages, n'avait lieu que dans les maisons privées ou des petites synagogues, et où la mimouna a également été discrètement célébrée. Mais si parlant d'aujourd'hui maintenant, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains membres de la jeune génération de Marocains en Israël aspirant à se reconnecter à leurs racines. Il y a une sorte de saut de génération. Il s'agit de relations entre les petits-enfants et leurs grands-parents. Les parents ont été victimes du melting pot, alors les petits-enfants se sont tournés vers les parents de leurs parents. Et la référence aux grands-parents se situe principalement sur le plan culturel. Par exemple, en musique. Il y a un retour à la fois à la musique andalouse et la musique sha'bi, ça veut dire la musique populaire. Je veux dire la musique des années 40, 50 du XXe siècle, comme Salim El-Halali.
Ou Sami El Maghrebi aussi. Oh oui, il y a plusieurs, oui, vous avez raison. Je dois mentionner un Marocain, pas... Parce que Sami Ali, il était algérien. Algérien, oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait... C'est une grande vedette. Sami El oui. Maghrebi a marqué beaucoup de générations. Oui. Alors, la possibilité de retour au Maroc que j'ai déjà mentionné, créée grâce à l'invitation du roi Hassan el-Thani, elle a permettait les jeunes à revenir aux les racines marocaines, les racines qui étaient des racines de mémoire. Ça veut dire pas des racines de réalité, de leur propre expérience en Maroc. À partir de ces années, adultes et jeunes ont visité en voyage organisé, comme j'ai mentionné, le Maroc. C'est un voyage qui est aussi un pèlerinage. Je veux dire, ces voyages se sont également enveloppés dans un sens d'acte religieux. Et pas seulement simple tourisme au voyage. Mm-hmm. Et l'ouverture des frontières a également permis d'apporter des marchandises et des souvenirs du Maroc, de sorte que les maisons en Israël étaient décorées comme si elles étaient marocaines authentiques. Alors, ça créait comme une va-et-vient entre le Maroc et Israël. Je voudrais qu'on parle un peu d'un sujet que nous avions abordé la première fois qu'on avait conversé il y a quelques semaines, qui était le rôle que les Marocains d'Israël pouvaient jouer au chapitre de la paix. Je rappelle en quelques secondes que le roi Hassan II du Maroc, grand visionnaire, il avait été l'un des principaux architectes du rapprochement historique entre l'Égypte et Israël, qui a ensuite ouvert la voie à des pourparlers entre les Israéliens et les Palestiniens. Rappelle aussi que lorsqu'il y a eu la signature des accords d'Oslo en septembre 1993 à Washington, le premier geste que posent Yitzhak Rabin et Shimon Peres, premier voyage de Washington, ils partent au Maroc remercier le roi Hassan II, et ensuite ils ont une rencontre avec la communauté juive marocaine de Casablanca. Le roi Hassan II, le Maroc a toujours considéré que les Marocains, les Israéliens d'origine marocaine, pourraient jouer un trait d'union entre Israéliens et Palestiniens et œuvrer pour la paix. Mais d'un autre côté, on voit qu'on a tendance souvent à accoler aux Marocains d'Israël l'étiquette de droite ou d'extrême droite, puisqu'on sait très bien que c'est eux qui constituent la base centrale d'un parti comme le Likoud, qui est le parti de droite traditionnaliste. Malheureusement, même s'il constitue la base, j'avais été choqué, moi, il y a quelques années, lorsque les Israéliens, l'establishment journalistique employait un terme horrible à l'endroit de ces likoudniks marocains. Ils employaient le terme Asafsouf. Ça veut dire l'engeance, les gens qui ne valent rien. Je voudrais voir votre point de vue là-dessus. Sur le plan politique, comment considérez-vous aujourd'hui la communauté marocaine d'Israël? On sait qu'elle vote majoritairement à droite, mais est-ce qu'elle aurait un rôle à jouer au chapitre d'un rapprochement avec le monde arabe et les Palestiniens? Alors, je veux dire d'abord que je ne suis pas en sciences politiques, alors je ne parle pas maintenant comme un expert, mais comme un observeur. Oui, comme sociologue, anthropologue, oui, c'est important, parce qu'il n'y a pas que la politique qui... je voudrais dire que, pour moi, le terme Asafsouf, c'est un terme extraordinaire, parce qu'il dit que il n'y a pas un programme organisé, il n'y a pas une idéologie organisée d'extrême droite. Ça veut dire, on parle des gens qui ont trouvé une maison politique à Likoud parce que les partis du soi-disant gauche, ça veut dire le gauche sioniste, si vous voulez, a bloqué les Marocains. On connaît beaucoup des histoires, par exemple, Meir Chitrit, qui était le maire de Yavne.
Il voulait joindre la partie de Labour Party, la partie travailliste, et il était rejeté. Alors il est parti à la Likoud. Et là-bas, il a trouvé une maison, et il y avait une maison politique. Ça veut dire que c'est pas un choix idéologique, c'est pragmatique. Intéressant. Et le pragmatisme, c'est un instrument pas mal, parce que on peut trouver je crois que les Juifs d'Afrique du Nord en Israël, c'est le seul groupe qu'ils votent, qu'ils bougent dans leur vote. Ça veut dire qu'ils sont très pragmatiques, ils ne sont pas rigides. C'est très intéressant ce que vous nous racontez là, parce qu'on perçoit le même phénomène chez le Chasse, qui sont des orthodoxes, mais qui sont assez pragmatiques lorsque vient la question de choisir des concessions territoriales aux Palestiniens, alors que dans les autres mouvements religieux orthodoxes ashkénazes, la position est plus idéologique, elle est plus ferme, elle est plus fixe. Et le fait est qu'en Israël, tous les extrêmes, tous les leaders des extrêmes droite et gauche, c'est des Ashkénazes. Très, très intéressant. C'est des Ashkénazes, c'est pas des Mizrahim. Il y a eu cet accord historique en décembre, on ne s'y attendait pas, la reconnaissance quasiment pleine et entière pour un futur reconnaissance diplomatique entre le Maroc et Israël. Comment avez-vous perçu cet événement à caractère politique? Est-ce que vous pensez qu'il aidera à renforcer les relations entre la marocanité israélienne et le Maroc? Cet accord de paix qui probablement va faire bouger beaucoup de choses. Les accords d'Abraham. D'Abraham, enfin pas de paix, diplomatique, de reconnaissance diplomatique. Oui, ici ça dépend le jeu de roi, du roi marocain, Mohamed VI. Parce qu'il a la capitale, le capital symbolique, parce qu'il il n'y a pas de suspicion qu'il est contre Israël. Et il investe, comme j'ai dit, beaucoup d'argent et d'énergie pour rétablir la présence des Juifs au Maroc. Alors, parce que je trouve que les relations entre les Marocains et le Maroc, les Marocains en Israël et le Maroc, est très émotionnelle, je crois qu'on peut channel, j'ai oublié le mot, to channel the emotion pour bouger du droit au centre et même un petit peu le gauche. C'est possible, et si ça se fait, je crois qu'on a l'espoir d'avancer avec le processus du paix. On a encore une ou deux questions puisqu'on arrive au terme de cette conversation. Vraiment, votre regard est extrêmement intéressant et stimulant. Je voulais vous demander quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'identité séfarade marocaine en Israël? Parce que vous nous avez précisé qu'elle a connu des mutations, on est passé d'une phase d'humiliation à une phase de renaissance, aujourd'hui à une phase de reconnaissance. Il y a des choses. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, que ce soit au niveau de l'éducation, dans les manuels scolaires, au niveau de la mémoire Oui. Regardez, si on observe les universités, par exemple, moi, je suis un exemple très rare. Ça veut dire on a à peu près 91 ou 92 percentage
du Pourcentage. pourcentage de l'académie, c'est des Ashkénazes. C'est incroyable. Est-ce que ça change au fil des années? Est-ce qu'il y a de plus en plus Il y a pas vraiment... c'est très très lent. C'est beaucoup plus lent qu'il devait être. Parce que le seul domaine où il y a l'échange qui est rapide, c'est le domaine politique. Et même dans le domaine politique, on voit que les figures les plus centrales de la politique israélienne, c'est des Ashkénazes. Oui, malgré qu'il y a des gens qui croient que Begin était marocain, il n'était pas jamais marocain. Les leaders, vous dites les leaders des principales formations. Voilà. Le top est toujours Ashkénaze. Si on voit le top de l'académie, si on voit le top le système juridique, si on voit les journalistes les plus importants, c'est tout des Ashkénazes. L'armée peut être une exception parce que quand même on a déjà eu plusieurs chefs d'état-major qui étaient de souche, d'origine séfarade. Je crois peut-être que l'armée est Il y a l'impression, mais on ne le sait pas parce que l'armée refuse à donner les détails des origines. D'origine, oui. D'accord. Et même les universités. Et au niveau des recherches dont vous êtes l'un des pionniers, est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui au niveau universitaire pour tout ce qui concerne les recherches sur la mémoire, sur l'histoire des Juifs séfarades et ce chapitre qui n'a pas encore été totalement défriché, qui est celui du séphardisme des Marocains et de leur vie dans la société israélienne? D'abord, moi, je voudrais séparer le terme séfarade et marocain. C'est pas la même chose parce que séfarade en Israël, c'est un terme il réfère à l'identité religieuse. Mizrahim, moi, j'aime pas le terme parce que c'est un terme qui était créé en Israël. C'est une invention israélienne. Il n'y avait pas Mizrahim au Maroc, il n'y avait pas Mizrahim à l'Irak, il n'y avait pas Mizrahim en Égypte. Ça veut dire que c'est un terme qui est créé en Israël et c'est un terme sans profondeur, qui n'est pas profond culturellement. Ça veut dire quelles sont les connexions ou les similarités entre un Yémen et un Tunisien. Moi, je trouve que les Juifs, par exemple, marocains, ressemblent plus les Juifs français que les Juifs irakiens. Alors, c'est pour ça que je trouve que ces termes-là sont misused, comme on dit. Ils portent à confusion. Séfarade. Oui, voilà. D'accord. Mais écoutez, André Lévy, tout d'abord, 1000 fois de vous avoir exprimé aussi bien en français, nous avoir permis aujourd'hui de converser avec vous dans cette langue. Et puis, merci pour ces réflexions, ces témoignages des plus éclairantes et intéressantes. Et là, je vais céder la parole. On va ouvrir la période des questions. Et voilà, on se reparle dans un moment. Merci à vous. Merci à vous deux. Tout d'abord, je m'appelle Simon Ben Simon, je suis le directeur du bureau des associés canadiens de l'Université Ben Gurion à Montréal. Et on vous remercie encore d'être avec nous et pour cette excellente présentation. On a quelques questions. Il y avait une question de répéter le nom du livre. Alors, le livre s'appelle Return to Casablanca, Jews, Muslims and an Israeli Anthropologist. Il est disponible sur Amazon et on espère aussi pouvoir le faire traduire en français et un nouveau projet pour Elias et André. Une première question, j'aimerais avoir votre impression sur
la différence que vous voyez entre la nostalgie des Juifs marocains en diaspora et en Israël et la réalité de la vie juive marocaine au Maroc. Pour moi, la nostalgie, d'abord, c'est un acte politique. Ça veut dire, c'est une manière de parler, d'utiliser le passé pour dire quelque chose sur le présent. Parce que le passé est passé. On ne peut pas retourner au passé. Alors, il y a une... On cherche quelques thèmes du passé et on les utilise pour dire quelque chose sur le présent. Par exemple, il y a une notion très commune elle est utilisée beaucoup en Israël, qui parle de la tolérance marocaine. La tolérance des rabbins, la tolérance... Mais la vérité du passé est que les rabbins n'avaient pas assez de force, ils ne pouvaient pas forcer leur jugement sur les Juifs. Parce que le Maroc a été pour des années, des centaines d'années, divisé à petites tribus, et chaque tribu a eu son gouvernement et son chef, ou le patron. Il y avait beaucoup d'instances où les Juifs qui devaient compenser quelqu'un, par exemple, après un processus de jugement rabbinique, et ces gars-là, ils ont passé la frontière, ils sont passés à l'autre côté du chemin, et ils étaient dans une différence politique. Alors ce mythe-là que les rabbins étaient tolérants, la vérité est que c'était des rabbins qui étaient très faibles. Ils s'étaient pas si forts comme les rabbins ashkénazes, par exemple. On ne pouvait pas faire le kherem. C'était impossible parce qu'on ne pouvait pas l'imposer. J'espère que j'ai répondu. Il y a une question ici. Oui. Il y a quelques questions sur le tourisme israélien ou juif au Maroc. Et une question, est-ce que vous pensez que le tourisme aide à changer, ou quelle est la mentalité de la jeunesse marocaine en particulier, ou des Marocains envers les Israéliens et les Juifs? Et est-ce que ce tourisme israélien aide à améliorer les relations avec les Israéliens? Moi, je crois, mais c'est une avis personnel. Ça veut dire, on peut rejeter mon idée ici, mais je crois que on ne peut pas replacer les relations humaines, ça veut dire les relations entre des gens. Et je crois que quand on rencontre des gens et on voit que ce n'est pas des monstres, ni les Israéliens, ni les Marocains, on peut baisser la tension. Je me rappelle même que le premier voyage qui a été organisé vers le Maroc, il y avait beaucoup de tension au premier jour. C'était très difficile. Les gens ont eu peur. Ils ont eu peur qu'ils seront attaqués par les musulmans au Maroc. Et peu à peu, la tension a baissé et les touristes étaient plus en plus en relax. Alors, oui, je crois que ça peut aider beaucoup les relations entre les peuples. D'après les personnes qui sont inscrites pour cette session, le webinaire, je vois qu'il y a des non-marocains à Montréal, à Toronto, à Paris, à Genève, à Bruxelles. D'après vous, quel est le rôle qu'on peut avoir les communautés juives marocaines en diaspora vis-à-vis la communauté juive marocaine en Israël, et
qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est notre rôle vis-à-vis Israël? En quel sens vis-à-vis d'Israël? Je ne suis pas sûr que j'ai compris. On a tous des communautés organisées qui font la promotion de la culture juive marocaine, qui font des voyages en Israël, qui font du bénévolat en Israël, qui ont des programmes de bourse pour jeunes étudiants en Israël. Est-ce que c'est ressenti en Israël? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on devrait être un lobby politique pour la communauté marocaine d'Israël? Moi je pense que le meilleur rôle doit être établir des relations entre les Marocains en Israël et le Maroc. Si c'est des conférences, si c'est le tourisme, si c'est des échanges des étudiants, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de niveaux d'action qu'on peut faire pour améliorer ces relations, et je crois que ça peut faire du bien, même au Maroc et même en Israël. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit mot, puisqu'on est avec l'Université Ben Gurion, un petit peu le contexte des études juives, parce que je sais que vous n'êtes pas le seul chercheur à Ben Gurion qui travaille sur ce domaine des Juifs marocains ou de l'expérience des Juifs marocains en Israël. Est-ce que vous pouvez donner un petit aperçu du travail de vos collègues et d'autres recherches intéressantes? D'abord, il y a le département du Moyen-Orient a une rechercheure qui s'appelle Orike Koutieli, que même elle travaille sur le Maroc, mais normalement, les départements du Moyen-Orient, c'est les départements qui faisaient les études plus en la Turquie, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, et le Maroc, parce que c'est Maghreb el-Aqsa, ça veut dire le bout de l'Ouest, était pour des années, des générations, était neglected, comment on dit? Négligée, merci. Négligée. Oui, elle était négligée. Mais maintenant, parce qu'on va renouveler des relations entre le Maroc et l'Israël, il y a beaucoup d'intérêt, et je suis même impliqué dans quelques plans de faire des relations entre l'université Ben Gurion et des universités au Maroc. Très intéressant. Excellent. Alors, je vous remercie encore une fois et je laisse à ma collègue Ariel Herzog-Adida à Genève pour une autre conclusion. Merci Simon, merci à tous. C'était, je dois dire, un débat passionnant et on pourrait continuer à en discuter pendant des heures. Malheureusement, on n'a pas autant de temps. Je suppose qu'une version de cette conférence doit avoir lieu. Je voudrais remercier nos deux intervenants pour l'excellence et la profondeur de leur discussion et débat. Merci infiniment et merci à tous de nous avoir rejoints. Je dois dire que c'était vraiment passionnant et on a beaucoup appris cet après-midi. Donc, merci à tous. Merci, professeur André Lévy. Merci beaucoup. Merci à tous. Et de journée pour ceux au Canada. Merci. Merci à m'accueillir. Au revoir tout le monde. Merci encore. Bonne journée. Merci, professeur Lévy. Bye bye. Merci, au revoir.